Ok. Donc, sans transition, on passe à la dernière table ronde, enfin le dernier panel, qui donc réunira Nao Sawada, Sawada Nao et Cécile Sakai. Donc Nao Sawada est professeur à l'université de Ikkyo. Sa thèse portait sur Sartre. Il a beaucoup travaillé sur Sartre, traduit Sartre aussi. Il a traduit de nombreux autres auteurs français, comme Jean-Luc Nancy, Philippe Forest. Et récemment, il a aussi travaillé sur Fernando Pessoa. Je ne peux pas faire la liste absolument astronomique de tous ses travaux, mais je note simplement que son dernier ouvrage sur Fernando Pessoa, Fernando Pessoa Den Imyo Shatachi no Meiro, a été récompensé du prix Yomiuri pour la littérature, Yomiuri Bungakusho. Voilà pour Nao, et je laisse Antonin présenter Cécile. Donc Cécile Sakai est professeure émérite à l'université Paris-Cité, donc anciennement Paris 7 Denis Diderot, spécialiste de la littérature japonaise moderne et contemporaine, autrice notamment d'une histoire de la littérature populaire japonaise. Traductrice également, notamment de Kawabata Yasunari, Tanizaki Junichiro. Elle a participé à l'édition de la Pléiade de Tanizaki. Elle mène depuis de longues années également des recherches dans le domaine de la traductologie, qui groupe réflexion théorique, pratique, enseignement de la traduction littéraire. Il faut rappeler que de nombreux traducteurs du japonais en France, aujourd'hui actifs dans le domaine littéraire, dans le domaine du manga ou même de la traduction audiovisuelle, se sont formés auprès d'elle, dans ses cours, dans les ateliers qu'elle a organisés et animés. Thomas et moi avons d'ailleurs la chance de participer avec elle au collectif Japonica Extravaganza, Tsubaki donc en japonais, qui se consacre depuis 2019 à la traduction de nouvelles japonaises modernes et contemporaines. Elle a dirigé également de nombreux ouvrages collectifs sur la littérature japonaise et la traduction. Je citerai simplement celui qu'elle a co-dirigé avec Sawada Nao, ici présent, donc pour une autre littérature mondiale, la traduction franco-japonaise en perspective. Voilà, et on peut simplement peut-être préciser que la traduction a toujours occupé une place très importante à la Maison franco-japonaise. Ça a toujours été une partie constitutive de notre activité, que dans Ebisu, on traduit toujours des articles de chercheurs japonais en français. Et que aussi, notamment Cécile et Nao ont beaucoup travaillé pour que la place de la traduction à l'MFJ, avec des colloques notamment, qui a donné lieu à un livre Repenser la littérature mondiale, je crois, et qui aura une série de masterclass animées à partir de 2025, le samedi, à la fois pour traduction du japonais vers le français et du français vers le japonais. Et aussi, il y a des ateliers très régulièrement, une fois tous les 2 mois, à la bibliothèque, qui permet en japonais, avec des traducteurs là, du français vers le japonais, qui fait dialoguer comme ça des traducteurs. Voilà. Bon. Merci Thomas, merci Antonin. Alors, donc Cécile et moi, donc, nous allons croiser nos points de vue sur la traduction, et je me réjouis d'avoir à nouveau cette occasion d'une réflexion commune franco-japonaise. Alors, donc, on va commencer par un bref bilan. Et il est inutile de rappeler que la traduction a toujours été et reste un champ central et dynamique des échanges franco-japonais, et dans la mesure où elle n'est pas seulement indispensable pour mener à bien des recherches scientifiques, mais en constitue également la base fondamentale. Alors, bien que les échanges traduits entre le Japon et la France aient toujours été bilatéraux depuis le début, il est important de souligner qu'une asymétrie notable a longtemps persisté. Alors, les Japonais réalisent beaucoup plus de traductions que les Français, et l'index Translatium de l'UNESCO, un précieux outil bibliographique de statistiques, bien que malheureusement arrêté en 2008 suite à la suspension des cotisations des États-Unis. Cet index illustre de manière évidente l'asymétrie marquante entre les 2 pays. Alors, voici donc un tableau montrant le nombre de titres traduits du français vers le japonais et du japonais vers le français entre 1979 et 2008. Alors, la ligne bleue représente les traductions japonaises d'ouvrages français, et la ligne rouge, les traductions françaises d'ouvrages japonais. Alors, la ligne bleue, qui indique environ 200 titres dans les années 1980, atteint les
400 dans les années 1990. Alors, en revanche, la ligne rouge ne dépasse pas les 100 titres avant 1995, mais à partir de cette date, elle connaît une nette augmentation, inversant ainsi les tendances. Alors, cette évolution s'explique, comme vous l'avez sans doute bien deviné, par l'explosion spectaculaire des traductions de manga. Alors, puisque Cécile aborde spécifiquement la traduction de japonais vers le français et que le sujet principal de notre colloque porte sur les études japonaises en France, moi je me limiterai ici à une présentation succincte de la situation au Japon. Alors, tout d'abord, les statistiques montrent que la traduction des livres étrangères les livres étrangers représentent environ 7% des publications au Japon, dont 80% sont des traductions de livres en anglais, tandis que seulement 4% sont des traductions de livres en français. Alors cela signifie que les livres français ne représentent guère plus que 0,3% du marché éditorial japonais. Alors, par ailleurs, il convient de noter que le marché du livre était divisé par 2 au cours des 30 dernières années. L'impact des livres français sur le Japon a diminué considérablement par rapport aux années 80. Alors, on peut effectivement affirmer que l'apogée de la littérature française au Japon se situe entre les années 1950 et 1980. Alors, cette période a été marquée par un véritable essor de l'existentialisme. Par exemple, les œuvres complètes de Sartre, qui n'existaient pas et qui n'existent toujours pas en France, existent au Japon, et puis donc publiées par la maison d'édition Jinbun Shoin. Et presque tous les Japonais, ou du moins une large majorité, lisaient ou connaissaient de nom Sartre, Camus, Genet, Bataille, Ionesco, et bien d'autres auteurs ont été traduits presque quasi simultanément les uns après les autres. Et ce n'est pas tout. Le nombre d'exemplaires publiés est si important qu'il semble aujourd'hui inimaginable. Alors, selon les éditeurs, La nausée et l'existentialisme et un humanisme de Sartre se sont vendus à plus de 300 000 exemplaires. 300 000. Alors, ce phénomène a été soutenu par des spécialistes de la littérature française appelés au Japon France Bungakusha, francophiles littéraires, tels que Akimasa Kanno, Toru Shimizu, Michihiko Suzuki ou Takeshi Ebisaka. Et professeurs d'université, ces érudits ont non seulement traduit de nombreux ouvrages, mais ont également écrit de nombreux articles de vulgarisation destinés à introduire la littérature française dans les magazines littéraires. Alors, une autre figure emblématique de cette époque est Tatsuhiko Shibusawa, qui a publié une quantité considérable d'essais dans un style extrêmement raffiné et agréable, dans lesquels il a mis en lumière les charmes de Marquis de Sade, de Genet ou de Bataille, suscitant ainsi l'intérêt de la jeunesse japonaise pour leurs œuvres. Il est à noter que Tatsuhiko Shibusawa est par ailleurs un parent éloigné de Eiji Shibusawa, l'un des fondateurs de la maison franco-japonaise. Alors, en tout cas, la traduction et la présentation de la littérature française étaient omniprésentes dans les revues littéraires jusqu'aux années 1980. Au point que la littérature française devenait une véritable voie royale pour les jeunes aspirants poètes, écrivains, mais également cinéastes. Alors, en effet, tous ces jeunes désiraient s'inscrire au département de littérature française, ce qui n'est pas le cas maintenant. Et par ailleurs, l'attrait pour le cinéma français, en particulier la nouvelle vague, était également très fort, et de nombreux jeunes étaient passionnés par Godard, Truffaut et Éric Rohmer.
Alors, dans les années 1970, l'intérêt s'est progressivement déplacé de la littérature française vers la pensée française contemporaine, et la littérature et la philosophie française étroitement liées à l'époque ont eu un impact considérable sur la société japonaise jusqu'aux années, disons, 1980. Alors, voilà donc un aperçu de la situation précédente, des années 1990, et je reviendrai tout à l'heure donc plus en détail sur le paysage éditorial à partir des années 80, et je laisse la parole à Cécile. Merci beaucoup. Alors, il faudrait changer le... Désolée, nous avons deux... On n'a pas réussi tout à fait à connecter. Alors, Alors, je vous remercie aussi, je remercie les organisateurs, Thomas Garcin, l'équipe de l'IFRJ, MFJ, etc., de cet accueil. Et effectivement, nous croisons souvent nos regards avec Sawada Nao et avec d'autres collègues traducteurs, parce que nous sommes dans une période où nous essayons de connecter, de croiser nos points de vue dans ce cadre un petit peu global des histoires connectées. Et je suis ravie d'avoir, c'est la troisième fois que nous avons cette occasion de dialoguer, et il y a des ouvrages déjà auxquels on peut vous renvoyer pour avoir un certain nombre d'informations. Donc je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, que je vais essayer d'être synthétique. Alors, on va donc commencer par un bref bilan, et je commencerai par deux constats qui s'imposent tout d'abord. Sur la durée des contacts entre la France et le Japon, les périodes se superposent, même si les dates précises diffèrent bien sûr. En revanche, sur le plan du flux des traductions, comme Nao vient de le dire, sur le plan de leur échelle, une forte asymétrie se remarque, avec un nombre limité de titres traduits dans le sens du japonais vers le français pendant longtemps, et avec un changement de paradigme qui est intervenu, disons, à l'orée du XXIe siècle, pour des raisons spécifiques sur lesquelles nous reviendrons. Alors, je voulais juste vous montrer trois périodes que l'on peut distinguer sur, cette fois-ci, l'avancée des traductions de littérature japonaise en français. D'abord, l'époque des pionniers. Léon de Rosny est un nom que vous avez entendu déjà plusieurs fois, qui présente en 1871 la première traduction française avec ses poésies anciennes et modernes des insulaires du Nippon, 1871. Et du côté japonais, les premières traductions vont intervenir 7 ans plus tard, donc c'est une inversion du point de vue chronologique, par Kawashima Chunosuke, qui est un francisant et qui va traduire donc pour la première fois Jules Verne en japonais, Le Tour du monde en 80 jours, en 2 volumes, et qui va créer à partir de lui une vogue extraordinaire pour les romans de Jules Verne, mais qui seront après Kawashima Chunosuke traduits depuis l'anglais. Donc c'est ça, quelque chose d'un peu spécifique. En tous les cas, cette avance du côté français ne génère pas d'intérêt général en France. Et c'est assez curieux puisque cela contraste avec l'intérêt qu'on éprouve en France pour les estampes, pour l'art décoratif, etc., dont on a parlé tout à l'heure. Donc la littérature ne suit pas cette mode, et en fait les traductions resteront très sporadiques jusque après la Seconde Guerre mondiale, où nous entrons dans la deuxième période qui est le processus de légitimation. Cette seconde période débute à la fin des années 1950 et va jusque dans les années 1980, une trentaine d'années, durant lesquelles quelques grandes maisons d'édition, sous l'influence d'agents américains, donc là encore on retrouve un certain nombre de discussions qui ont eu lieu dans les précédents panels, sous l'influence donc de programmes américains, en fait initialement, vont se mettre à traduire ce que l'on appelle les grands auteurs du XXe siècle. Donc par exemple, là, je ne peux évidemment pas tout citer, mais par exemple donc Tanizaki, Kawabata, donc Mishima, et précisément chez Gallimard, ou bien chez Albin Michel, ou bien chez Buchet-Chastel, ou bien chez Stock, etc. Donc ce sont des grands éditeurs qui s'engouffrent dans cette sorte de découverte de la littérature japonaise, dans ce qu'elle a de plus magistral, en quelque sorte. On remarque quelques noms de traducteurs, Georges Renaudot, Marc Mépréant, mais également beaucoup de traductions en binôme, avec des écrivains français qui réécrivent les textes qui ont été traduits par des traducteurs
littérateur japonais, ou bien qui passe par le relais de l'anglais. Il y a pas mal de choses qui restent donc, disons, un petit peu discutables dans cette période. Mais parallèlement, durant exactement cette même période, une quarantaine de grands classiques de la littérature japonaise vont être traduits par René Siffert, dont vous connaissez là encore le nom, et en particulier on notera que le roman du Genji, le Dit du Genji, a été donc publié, les 2 premiers volumes, en tous les cas en 1977. Il y avait eu des fragments qui avaient été publiés auparavant, mais c'est vraiment la première et unique, pour le moment, traduction intégrale du roman du Genji en France. En tous les cas, on peut appeler cela une sorte d'âge d'or, où finalement la littérature japonaise apparaît comme une sorte de nouvelle grande littérature étrangère, un peu exotique et magistrale, un peu néo-japonesque en quelque sorte. Et dans cette lancée, Kawabata va recevoir le prix Nobel de littérature en 1968 et plus tard, un peu comme une sorte de deuxième donc reconnaissance, Oe Kenzaburo en 1994. Alors, troisième période, il faut que j'aille rapidement, c'est la période d'imprégnation. Nous faisons partie donc de cette période d'imprégnation. À partir des années 1980, la dynamique va se renforcer avec l'arrivée de nouveaux éditeurs, de nouveaux traducteurs, de nouveaux auteurs qui vont être, si vous voulez, créer une sorte de dynamique collective extrêmement importante, mais qui est soutenue, il faut le dire, par des financements. Je pense qu'il faut parler de ces financements. La traduction, c'est un travail qui doit être payé. Il y a des droits d'auteur, il y a des droits d'imprimerie, etc. Il faut donc qu'il y ait derrière un système financier qui se mette en place. Et il y a justement de nouveaux financements publics et privés qui vont se mettre en place, notamment venant du Japon, au moment même où le Japon est reconnu comme deuxième puissance économique du monde. Donc tout cela va évidemment ensemble et va créer une sorte d'image d'un Japon pop et décalé, comme je l'appellerais, qui est relayée par les stratégies de soft power qui évidemment sont issues des stratégies gouvernementales notamment et qui vont aboutir vers le succès phénoménal du manga. Je suis un peu schématique, mais vous voyez un peu donc le système qui se met en place. Je voudrais juste dire un mot des haïkus, cette forme de poésie brève que vous connaissez tous et qui a connu en France comme ailleurs un succès absolument phénoménal. On peut dire que la France tout entière s'est appropriée, et j'utilise le terme approprié de façon tout à fait sérieuse, c'est le système d'appropriation, cette forme brève. Vous en avez absolument partout, dans les écoles, dans les universités, dans les jardins d'enfants presque, à la RATP, etc. C'est-à-dire que cette forme brève a créé une sorte de fascination durable. Il ne s'agit plus du tout de traduire, il s'agit de créer les haïkus, des haïkus francophones, et les poètes sont appelés des haïkistes, et il y a des associations absolument dans tous les sens, et ce sont des associations d'ailleurs souvent internationales. Donc je voulais quand même le signaler, c'est vraiment peut-être la marque de fabrique importante pour la traduction. Alors je vais presque terminer. On peut dire que donc les souhaits de René Siffert dans le premier manuel de littérature, la littérature japonaise qu'il avait publié en 1961, sont en fait en train de se réaliser puisqu'il écrivait dans sa préface, je cite, « Le Japon a su créer une des littératures les plus originales, une des plus abondantes aussi que le monde ait connue, une littérature que l'hermétisme de la langue dans laquelle elle s'exprime a seule écarté jusqu'à présent de la place qu'elle mérite d'occuper dans les lettres universelles. Cela veut dire bien sûr que les traductions compensent ou luttent contre cet hermétisme et vont évidemment vers l'ouverture et la reconnaissance de cette littérature japonaise. Donc là, je n'ai pas le temps évidemment d'entrer dans les détails, mais vous avez là une liste de noms qui n'est que le sommet de l'iceberg. Il y a à peu près 1100 titres de littérature japonaise, romans, nouvelles, poésie, pièces de théâtre, qui ont été publiés depuis les années 1985 en France. Si vous allez à la BNF, ailleurs, on a donc une variété tout à fait extraordinaire de titres et de genres possibles. Je n'entrerai pas dans les détails, avec effectivement un seul titre en volume Pléiade, mais nous avons eu la chance d'y participer, les 2 volumes de Tanizaki qui proposent à la lecture du public français environ 3000 pages, qui sont des nouvelles traductions ou des traductions inédites. Donc c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait remarquable. Malheureusement, d'autres projets n'ont pas abouti, mais voilà donc un bilan
je dirais, positif en ce qui concerne la littérature. Et il y a tous les autres genres sur lesquels nous allons revenir. Je voudrais juste dire à l'avance, en un mot, en ce qui concerne les sciences humaines et sociales, de grosses difficultés à les faire traduire en français. Et en face, le développement exponentiel de la traduction des mangas. Et je laisse la parole à Yana. Ah, c'est moi qui continue. Ah oui, c'est vrai. Oui, on avait un petit scénario. Je continue. Excusez-moi. Alors, en effet, je continue avec les sciences humaines et sociales. Je regarde la montre aussi parce qu'il faut quand même se dépêcher. Alors, la situation française est là encore très différente du bilan japonais. Si j'ai évoqué la littérature essentiellement, c'est parce qu'elle domine le paysage de la traduction depuis le japonais, il faut bien le dire. Mais, alors, quelles sont les difficultés pour les sciences humaines et sociales japonaises à être traduites en français ? D'abord, il y a le problème du choix. Il y a également le problème du public. Pour quels lecteurs et par quels éditeurs ? Il y a également la question de comment traduire. Il y a plusieurs façons de traduire et cela pose évidemment un problème. Quel est donc le contrat sous-jacent pour la présentation des sciences humaines et sociales japonaises, donc en France ? Alors, dans le cadre de la mondialisation et de la pluralité des sources qui est aujourd'hui prônée, la question de la traduction des sciences humaines sociales étrangères, pas seulement japonaises d'ailleurs, il faut bien le souligner, est étudiée aujourd'hui. Il y a pas mal de numéros spéciaux de revues, etc., qui évaluent la question. Je rappellerai seulement que plusieurs conditions déterminent l'avènement d'une traduction en SHS. D'abord, comme je le disais, la commande. Qui commande et quoi ? Deuxièmement, le positionnement de l'éditeur, quelle collection, quel public cible, académique ou plus général, focalisé sur le Japon ou sur l'Asie plus généralement. Il y a également donc tous les acteurs de la chaîne de production, ce que donc le sociologue Howard Becker appelle le personnel de renfort, les éditeurs bien sûr, les intermédiaires, les agents, les passeurs, les traducteurs passeurs, les conseillers, etc. Tout ce monde-là joue un rôle extrêmement important pour que cela, finalement, parvienne à donc la concrétisation d'un ouvrage. Il y a également la condition de la lisibilité, c'est-à-dire de l'acceptabilité par le public francophone ou, en tous les cas, du public de la traduction. C'est un maître mot, à mon avis, pour la traduction des SHS. La grande différence avec la traduction littéraire étant qu'une liberté plus grande est accordée à l'adaptation en SHS pour une transmission plutôt du contenu plutôt que de la forme. Alors, bien sûr, on peut en discuter, mais les difficultés techniques restent très nombreuses et se reflètent dans chacune des langues considérées. Donc j'en citerai 3 principalement, mais vraiment très rapidement, sous forme de citation. D'abord, il y a évidemment les références culturelles, le contexte scientifique, qui sont différents. Donc il faut pouvoir, si vous voulez, transmettre ces éléments-là dans le cadre donc de la traduction, avec des difficultés par rapport au niveau, au registre des maisons d'édition, puisque si l'appareil critique est trop pesant, ça ne conviendra pas à une vulgarisation. La diffusion scientifique peut passer, mais dans ce cas, il s'agit d'une édition académique. Et il faut quand même savoir qu'un éditeur, c'est évidemment un principe commercial, c'est tout à fait normal. Il faut donc qu'il y ait un certain nombre d'exemplaires qui puissent être diffusés. Or, les chiffres que l'on connaît sont souvent de 300, 500 exemplaires. Cela ne suffit pas du tout pour évidemment compenser la production donc éditoriale en tant que telle. Et c'est pourquoi les subventions sont absolument essentielles. Il ne faut pas donc l'oublier. Plus fondamental peut-être encore que le public et donc la qualité scientifique, l'adaptation stylistique. Et là, si nous avions le temps, nous devrions en discuter parce que c'est absolument, à mon avis, une question passionnante. Alors, on sait très bien qu'en SHS, la forme fait partie aussi de la démonstration, que ce soit Bourdieu, Barthes, ou bien du côté japonais, Kobayashi Hideo, par exemple, n'ont pas cessé de nous le dire, de l'écrire, etc. Mais on sait que le système d'argumentation en japonais n'est pas du tout le même que celui qui est donc principal en français. En général, donc du côté japonais, on est dans la circularité, dans la répétition. En français, comme vous le savez, il y a une argumentation logique qui avance de façon très rapide. Et ce sont 2 éléments qui sont très très difficiles à concilier. Donc en fait, cela nécessite de la part du traducteur une grande compétence d'adaptation. Et c'est un point évidemment important. Et puis, je ne parle pas bien sûr des points d'obstacle, de quelques éléments qu'on ne peut pas traduire, les intraductibles, comme on les appelle, ou les intraduisibles, comme Barbara Cassin les a, avec plusieurs autres collègues, bien sûr, donc listés. Alors,
Je voudrais juste finir sur cela. Les disciplines, aujourd'hui, si vous voulez, toutes les théories, d'une certaine manière, sont métissées. Elles sont informées et transformées par les influences variées et internationales. Autrement dit, ce métissage, on le trouve aussi bien en français qu'aux États-Unis, en France, aux États-Unis, au Japon, etc. Mais en fait, le métissage dans un ensemble linguistiquement et culturellement dominant continuera de dérouler son influence, à l'inverse du métissage dans un ensemble dominé en tant que tel, ce qui constituera un argument supplémentaire pour ne pas traduire. Et je me réfère là bien sûr aux travaux de Pascal Casanova, dans la hiérarchie des langues, des cultures, etc. La question de domination, dominé-dominant pose une question absolument fondamentale, et c'est comme cela qu'on peut expliquer que dans les années 70 à 90, voire 2000, la Friend Theory a été presque entièrement traduite donc en japonais, ce qui est exceptionnel. Autant on peut dire que le contraire est totalement, évidemment, inexistant du côté des SHS, et ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas eu d'efforts absolument maximaux qui ont été fournis par les uns et les autres. Alors, je voudrais juste vous donner... Ah non, j'ai presque fini, oui. À partir de la fin des années 1960, donc de nouveaux auteurs vont quand même être traduits. Et là, vous avez donc une liste d'auteurs, je ne vais pas les citer. On a quelques tendances fortes qui sont notamment les études religieuses et notamment autour du zen. Il y a eu une mode du zen, d'ailleurs, Emmanuel Lauserand a commenté cette question. Il y a la philosophie qui forme aussi un ensemble relativement cohérent. Il y a l'histoire, il y a la sociologie et on insistera sur les efforts immenses qui ont été fournis par, d'une part, des anthologies de pensée japonaise, donc y compris aux éditions Philippe Piquier depuis 1997, également organisées à l'Université de Genève. Il y a également toutes les revues dont on a parlé hier, Sipango, Ebisu, qui traduisent énormément d'articles japonais sur toutes sortes de domaines. Et je vous renvoie bien sûr à ces revues qui sont accessibles en général sur Percé ou sur Open Edition. Le rôle des maisons d'édition et des directeurs de collection est aussi à souligner, comme par exemple Jean-François Sabouret, qui a été déjà cité à plusieurs fois pour les éditions du CNRS, les belles lettres avec Emmanuel Lauserand, Christian Galland, des programmes aussi, comme le dernier programme en date de la Japan Foundation, qui s'intitule Social Science Research and Education in Contemporary Japan, qui a duré 5 années et qui prévoyait plusieurs choses qui ont eu lieu, d'ailleurs des séminaires, des invitations de grands spécialistes, etc., des doctorants qui avaient des contrats pour présenter ces sciences humaines et sociales, et également 8 ouvrages des SHS japonaises présentés et subventionnés, dont la traduction était subventionnée par la Fondation du Japon. C'est grâce à cela que nous avons des auteurs comme Yuasa Makoto, Ueno Chizuko, dont Christine Lévy vient de nous parler justement. C'était dans le cadre de ce programme que cet ouvrage a pu paraître. Muneske, etc. Alors, Corinne Quentin, qui avait traité de cette question et qui est là, je crois, dans la salle en 2014 lors du colloque, avait souligné qu'il faudrait également que la traduction en tant que telle des sciences humaines et sociales soit valorisée en soi, en tant que travail académique également, de façon beaucoup plus sérieuse qu'elle ne l'est actuellement en France, puisque finalement, ça apparaît comme un petit peu une sorte de loisir secondaire, alors qu'en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et qui devrait être valorisé au même niveau que les travaux scientifiques, comme l'était d'ailleurs, comme le sont plutôt, enfin, je ne sais pas de la situation japonaise, tu me diras tout à l'heure, oui, est différente justement de ce point de vue-là. Donc, en tous les cas, je pense que c'est extrêmement important. Alors, dans les dernière bonne nouvelle, il y a quand même, je pense, globalement en SHS, beaucoup plus de titres et une variété de titres et de titres contemporains qui paraissent aujourd'hui par différents canaux, qu'on ne voit peut-être pas très très bien parce qu'il y a plusieurs éditeurs concernés, mais je voudrais citer donc 3 ouvrages remarquables, vraiment récents, 2023-2024 en traduction. Donc un ouvrage de Nishitani Osamu, qui est une critique radicale de l'occupation, enfin de la mainmise de l'Amérique sur le continent américain.
le fameux donc Saito Kohei qui vient donc de paraître au Seuil sur une étude, donc une analyse d'écrits de Marx très peu connu qu'il interprète à sa manière. Et enfin, un texte beaucoup plus ancien mais très original d'un spécialiste d'esthétique, Akasegawa Genpei, donc Anatomie du Thomasson, et dont je vous montre les couvertures. Alors c'est très significatif, hein, vous voyez, donc les deux premiers sont parus au Seuil tout à fait récemment. Et on voit sur la couverture de Saito Kohei, donc la couverture rouge, c'est écrit en petit, donc vous ne le verrez peut-être pas si vous le voyez, best-seller international. Donc il faut quand même des éléments qui sont des teasings, hein, il faut que le lecteur soit attiré par cela. Et donc... pour l'anatomie de Thomasson, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est le Thomasson? C'est le nom générique que Akasegawa Genpei a donné aux objets étranges, singuliers, qui parsèment la ville au Japon. Et c'est un livre absolument passionnant que je vous conseille, bien sûr, et qui a été publié donc aux Presses du Réel. Merci. Aux Presses du Réel en tant que tel. Enfin, dernier point, et là vraiment, je vous donne vraiment une brève information sur les mangas. L'essor est absolument foudroyant, comme le disait donc Nao. Aujourd'hui, la langue japonaise est traduite au deuxième niveau, après l'anglais bien sûr, qui occupe 55,7%. La traduction vers le français du japonais culmine à 16%. 16,3%. Les langues européennes, italien, allemand, espagnol sont loin derrière. Et ce pourcentage correspond à 1984 titres japonais publiés dans l'année 2022. Non pas de littérature, car dans les 1984 titres, seuls 48 titres sont de littérature. Le reste, ce sont des mangas. Et ce sont souvent nos anciens étudiants, etc., qui traduisent cela. Donc c'est un phénomène véritable, à la fois culturel, économique, qui aujourd'hui, je pense, doit être, je dirais, observé et analysé avec beaucoup de sérieux, extrêmement important. Cette diffusion exponentielle a réduit les parts traditionnellement dévolues à la bande dessinée franco-belge en France, hein, par exemple, mais elle ne détourne cependant pas le public français de la littérature ou des SHS. En fait, les chiffres de ce côté-là sont stables. Quand je dis 48, ça paraît très peu par rapport à 1900, mais en vérité, c'est 40 à 48 depuis des années. Donc en fait, il y a quand même une sorte de visibilité qui est donnée au Japon, grâce en fait au succès exponentiel des mangas, des jeux vidéo, des produits dérivés. Et là, je pense qu'on pourra en discuter. C'est un point, pour moi, positif. Voilà, je laisse la parole à Anna. Bon, j'ai besoin donc de PowerPoint. Il faut changer le PowerPoint. Oui, merci Cécile. Donc j'en reviens à l'état des lieux donc au Japon. J'ai évoqué donc précédemment que la réception de la littérature française montrait des signes de léger déclin à partir des années 80. Cependant, les œuvres des auteurs du nouveau roman, comme celle de Nathalie Sarraute, je vais montrer. Voilà, Nathalie Sarraute, Rob Grillet, Claude Simon, Michel Butor ont été bien traduites et ont suscité de nombreux débats dans le milieu littéraire, tout au moins. Alors, à partir des années 1990, l'intérêt pour la littérature francophone s'est accru, en partie grâce au prix Goncourt. Tahal Benjelloun, lauréat en 1987, Patrick Chamoiseau en 1992 et Atik Raimi en 2008. Sont autant d'exemples d'écrivains dont la langue maternelle n'est pas la langue française, mais qui ont remporté cette prestigieuse récompense. Alors, leurs œuvres, par ailleurs, offrent une fraîcheur qui contraste avec le style parfois rigide de la littérature française traditionnelle. Alors, ces auteurs ont été traduits les uns après les autres. Et dans ce contexte aussi, le créole et la créolisation sont devenus des mots d'ordre au Japon, surtout après la parution des lettres créoles en 1995 et éloge de la créolité en 1997. Alors, quant au roman français contemporain proprement dit,
ils continuent à être traduits, mais force est de constater que leur impact social s'est considérablement affaibli et on n'en parle plus guère, sauf lorsque leurs auteurs obtiennent des distinctions prestigieuses comme le prix Nobel, à l'exemple de Lucrezio, Modiano, Annie Ernaux, ou des prix littéraires tels que prix Goncourt, Femina, etc. Mais cela contraste fortement avec l'engouement de l'époque de Sartre. Alors, le ralentissement de l'intérêt pour la littérature française au Japon s'inscrit également dans l'intérêt croissant pour ce que l'on appelle les autres littératures étrangères, parce qu'avant c'était la littérature américaine, anglo-américaine ou allemande ou italienne, etc., espagnole, mais à partir d'un moment, donc les littératures nationales auparavant négligées, telles que les littératures coréennes, chinoises, tchèques et portugaises, sont mises en lumière grâce à des traducteurs très dynamiques et parviennent à conquérir un lectorat relativement large. Alors, donc, je vous montre un tableau présentant le nombre de titres traduits. Alors, Marguerite de Duras en tête, suivie de Lucrezio. Alors, et cependant, le nombre de titres traduits ne suffit pas à refléter la réalité de la réception. En effet, ces dernières années, les tirages des traductions publiées par les petites et moyennes maisons d'édition dépassent rarement les 1000 exemplaires. Alors, on ne peut donc pas affirmer que la littérature française bénéficie d'une large diffusion, à l'exception d'un livre de Duras, L'Amant, qui a remporté le prix Goncourt en 1984, a été traduit l'année suivante, en 1985, puis publié même en format poche. Et 800 000 exemplaires ont été vendus. Alors, grâce aux droits d'auteur, paraît-il, le traducteur M. Toru Shimizu a fait construire une villa somptueuse surnommée le Palais de l'Amant. Voilà. Alors, contrairement au déclin de la littérature contemporaine, les nouvelles traductions des œuvres classiques connaissent un véritable essor. Alors, depuis quelque temps, le nombre de nouvelles traductions d'ouvrages déjà traduits augmente de manière significative. Et l'exemple le plus marquant en est les traductions successives de À la recherche de temps perdu de Proust, réalisé par M. Michiko Suzuki et M. Kazuyoshi Yoshikawa, à seulement 10 ans d'intervalle. Alors, pour illustrer cette tendance, on peut se référer donc au prix Konishi de la traduction littéraire, dont Cécile Sakai et moi-même sommes membres de jury. En effet, en ce qui concerne l'édition japonaise, sur les 10 lauréats récents, 6 ont été récompensés pour de nouvelles traductions. Alors, la vitalité des nouvelles traductions est bien illustrée par l'existence même d'une collection spécialisée dédiée aux retraductions, qui s'appelle donc la collection Kobunsha Koten Shinyaku Bunko. Alors, passons maintenant donc aux sciences humaines et sociales. Donc, la situation est complètement différente au Japon. Alors, dans les années 1980, un mouvement appelé le nouvel académisme, Nuaka, a vu le jour. Et la pensée contemporaine française est devenue très à la mode grâce à de jeunes critiques francophones, parmi lesquels Akira Asada a joué un rôle de premier plan. Alors, les ouvrages du structuralisme et du post-structuralisme ont alors été traduits en série et depuis cet engouement s'est atténué, mais les ouvrages de philosophie française restent très populaires avec un lectorat bien plus large que celui de la littérature contemporaine. Donc la situation est complètement inverse au Japon. Alors parmi les penseurs français, Jacques Derrida se distingue par le nombre de titres traduits. C'est curieux, hein, donc voilà, Derrida, 116 titres, et pas seulement donc ces ouvrages théoriques, mais aussi donc les carnets pour le séminaire,
etc. Et c'est ce qui est vraiment curieux, parce que la pensée de Derrida, marquée par des jeux de mots et des mots valises propres à la langue française, est extrêmement difficile à saisir en traduction. Mais malgré tout, donc, il y a vraiment beaucoup de fans de Derrida. Mais en ce qui concerne donc le tirage, même les ouvrages philosophiques populaires donc populaires entre guillemets, comme ceux de Derrida, semblent rarement dépasser les 200 000 exemplaires. Bon, ce qui est déjà pas mal. Dans d'autres disciplines des sciences humaines et sociales, de nombreux auteurs français connaissent également un succès plus ou moins important au Japon. Par exemple, les publications de Bourdieu et Emmanuel Todd sont appréciées probablement en grande partie grâce au soutien de l'éditeur Fujiwara Shoten. Et donc la présence d'une maison d'édition engagée est en effet cruciale. Fujiwara Shoten et Suiseicha, qui fait donc la collection Queneau, Pascal Quignard, etc. C'est très important. Alors, il convient de noter que si les traductions des grands penseurs mentionnés précédemment sont importantes, des thèmes contemporains comme la laïcité ou la décroissance ont également suscité un intérêt pour les œuvres de Jean Bobéro, Serge Latouche et d'autres penseurs. Et dans le domaine des sciences, Bruno Latour est très prisé, et tandis que Philippe Descola est une référence en anthropologie et en art. Surtout, Didier Huberman jouit d'une grande popularité. Alors, quant à la critique littéraire, Antoine Compagnon est très apprécié, avec une dizaine de traductions à son actif. Alors, en ce qui concerne la bande dessinée, voilà. Alors, contrairement à la popularité écrasante des mangas japonais en France, on ne peut hélas pas dire qu'elle bénéficie d'une grande notoriété au Japon. Alors, le terme BD n'est pas d'un usage courant, et la BD reste largement méconnue du grand public, et une asymétrie est donc observable donc à ce niveau. Les raisons de cette faible popularité sont complexes à analyser, mais l'une d'elles pourrait résider dans l'importance accordée au texte dans la BD, et ce qui la rend peut-être moins accessible pour un lectorat japonais habitué à des mangas où le dessin et la vitesse de lecture sont privilégiés. De même, le style graphique détaillé et soigné de la BD peut dérouter ceux qui préfèrent l'esthétique plus épurée des mangas. Alors, il convient cependant donc de mentionner le rôle actif de Euromanga, un spécialiste de la bande dessinée au Japon qui s'efforce de traduire et de diffuser des BD sous format électronique et imprimé. Alors donc j'enchaîne donc la dernière partie. Okay. Donc, on va voir un peu donc nouveaux enjeux donc et risques de traduction, et un peu donc de perspectives théoriques et déclin de la lecture en général, etc. Alors, pour ma part, je n'aborderai pas la théorie de la traduction, car au Japon, ce débat reste principalement influencé par les approches anglo-américaines. Hein. Donc, je souhaite plutôt attirer l'attention sur l'une des plus grandes différences entre les livres traduits en japonais et en français. Et il s'agit de la pratique de la postface du traducteur dans les livres traduits au Japon. Alors, bien que non obligatoire, cette postface est presque systématique, au point qu'il est extrêmement rare de trouver un roman ou un ouvrage de sciences humaines sans ce type de texte. Alors, cette postface étant essentielle pour le lecteur japonais, et la plupart des lecteurs s'en servent comme guide de lecture. Il y en a beaucoup qui commencent par là. Or, depuis quelques années, alors, les éditeurs français ont tendance à vouloir appliquer avec plus de rigidité
qu'autrefois, une clause des contrats interdisant tout ajout de paratexte à l'ouvrage original. Alors, à mon avis, il s'agit d'une décision regrettable qui reflète une incompréhension de la réalité japonaise. Alors, j'en profite pour vous demander de bien vouloir transmettre aux éditeurs français notre souhait de revenir sur cette décision qui, à mes yeux, manque de sens et nuit à la diffusion des ouvrages français. Alors, en ce qui concerne donc, la traduction automatique je suis convaincu qu'elle va se généraliser de manière irréversible. Pour le moment, ces effets néfastes se font davantage sentir dans le domaine de l'éducation que dans celui de l'édition. Alors, les étudiants utilisent traduction automatique de façon vraiment irréfléchie et dans le cours de français, et il n'existe aucun moyen pour nous donc pour limiter cette pratique, malheureusement. D'autre part, la traduction automatique est vouée à être de plus en plus exploitée dans le secteur de la traduction commerciale. Autrefois, le Japon comptait de nombreux éditeurs francophones hautement qualifiés, mais ils se font aujourd'hui de plus en plus rares. En conséquence, la traduction automatique pourrait devenir un outil utile pour les éditeurs, leur permettant de saisir l'essentiel d'un ouvrage, de consulter des critiques en français. Alors, bon, je saute un peu parce qu'il nous manque un peu de temps. Alors, pour conclure, je souhaiterais évoquer une activité que je mène avec mes collègues français et japonais pour encourager la jeune génération japonaise à lire la littérature française. Alors, le Showa-Goncourt du Japon. Alors, comme vous le savez, le Showa-Goncourt est une version internationale du prix Goncourt des lycéens, et le Japon y participe depuis 2021 avec environ 70 lycéens et étudiants impliqués. Alors, lorsque nous avons lancé cette activité, nous nous sommes proposés 3 objectifs principaux. Alors, premièrement, favoriser les échanges intergénérationnels et régionaux par le biais de réunions de lecture. Alors, deuxièmement, c'est former la future génération de leaders culturels en encourageant la participation active des jeunes à la création culturelle. Et troisième objectif, c'est revitaliser l'enseignement du français et les études de littérature française au Japon et soutenir les développements de la culture française au Japon. Or, ces ambitions de l'enseignement semblaient presque irréalisables dans le contexte universitaire au Japon actuel. Même parmi les étudiants spécialisés en littérature française, peu s'intéressent vraiment à la littérature et encore moins à la littérature française. Donc, c'est pourquoi j'ai estimé nécessaire de créer un forum interuniversitaire et indépendant complètement au système académique. Alors, donc, le projet se déroule sur un semestre d'octobre à mars de l'année suivante. Et les comités de lecteurs d'étudiants et de lycéens apprenant le français est réparti en 5 zones et coordonné par des professeurs d'université bénévoles, se réunissent régulièrement, dans la plupart des cas, en réunions en ligne, et pour lire et commenter 4 livres français, 4 romans français préalablement sélectionnés par vote parmi la 2e liste de l'Académie Goncourt. Et je voudrais souligner que lire 4 livres en français en 5 mois, c'est un véritable défi pour les étudiants japonais. Alors, enfin, des parcours, 2 représentants de chaque région se rassemblent à l'Institut franco-japonais de Tokyo et pour la sélection finale. Et ainsi, donc, ils décident leur lauréat. Alors, je suis convaincu que cette initiative renforce la coopération culturelle dans la mesure où l'équipe de professeurs franco-japonais travaille vraiment régulièrement pour encadrer les étudiants donc ce projet peut contribuer au rayonnement de la littérature française au Japon.
Alors, on a combien? Encore 2 minutes? On a encore un peu de temps. Ah bon? Ah, très bien. Alors, mais je ne vais pas. Nous allons bientôt terminer. Et puis, s'il y a un petit peu de temps, bien sûr, il y aura des questions certainement. Alors, c'est donc la dernière partie. Je n'ai pas d'image à vous montrer. Je voudrais juste revenir un tout petit peu sur donc le cœur de notre discussion, qui est la question de l'asymétrie. Alors, je pense que l'asymétrie n'est pas seulement négative. Elle peut servir de motivation pour des renversements de tendance dans les recherches de légitimation réciproque, etc. Et nous entrons, je pense, nous assistons aujourd'hui à l'avènement d'un monde multipolaire, tant espéré par certains, avec parfois des inversions transitoires de paradigmes, etc., comme ça a pu être commenté. En fait, évidemment, les situations sont évolutives, rien n'est évidemment définitif. Donc, du coup, la question qui est posée dans ce colloque, France ni okeru 40 nen no Nihon Kenkyu, jusque-là, nous avons beaucoup discuté de cela, mais la question qui suit, Korekara wa, c'est-à-dire, que va-t-il se passer dans les années et décennies à venir? Je ne sais pas vraiment. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui, et je voudrais juste relayer ce que disait Nao. D'abord, le déclin de la lecture, de l'objet livre, du circuit historique de la circulation éditoriale. C'est un problème. Ça ne signifie pas que les jeunes ne lisent pas, ils scrollent. Ils utilisent le cloud, ils zappent, etc. D'accord, mais ce n'est plus sous la forme du livre en tant que tel. Nous le voyons avec les étudiants, avec nos enfants, etc. Donc, les temps ont changé. Il faut arriver à trouver un modus vivendi pour conserver au moins des éléments patrimoniaux. Je pense qu'on en est là aujourd'hui. Et d'ailleurs, les nouvelles traductions, etc., en sont le symptôme. Le deuxième point problématique, me semble-t-il, c'est celui de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui fait des progrès extraordinaires. Le débat en France est très vif. Je ne sais pas exactement où c'en est au Japon exactement, mais par exemple la traduction automatique enrichie par les innovations technologiques de l'intelligence artificielle avec le deep learning concurrence vraiment la traduction humaine. C'est à la fois un risque sur les métiers de traduction et d'interprétariat, et c'est aussi un risque sur la qualité du travail humain en tant que tel. Donc, vous connaissez le système, etc. Je ne citerai pas tous les logiciels qui permettent pratiquement d'un clic de transformer un livre du japonais vers le français, du français vers le japonais. Certes, il y aura quelques erreurs, il faudra corriger, mais quand on pense aux langues intra-européennes, par exemple, ça se fait maintenant, aujourd'hui. Les progrès sont absolument énormes, à cause notamment du deep learning, c'est-à-dire des milliards de données qui sont travaillées par les machines, et aussi donc, du système neuronal qui imite donc, le système, bien sûr, de réflexion logique qui met en place l'intelligence en tant que telle. Donc, même les traductions littéraires ne sont pas complètement préservées. Il faut faire attention, il y a donc des éléments. Donc quand je dis il faut faire attention, il me semble que nous sommes devant certaines responsabilités, nous sommes devant une post-révolution informatique avec des conséquences sociales très graves d'une certaine manière, et il y a une responsabilité qui nous incombe, non seulement d'observation et d'analyse, c'est ce que nous sommes en train de faire bien sûr, et à travers nos réflexions collectives ou individuelles, mais à mon avis, il faut également véritablement qu'une régulation se mette en place, qui soit juridique, économique, éthique, de ces machines humaines. Il faut que cela reste sous notre responsabilité en tant que telle. Et l'un des traducteurs connus, Jörn Kamberling, écrivait dans une tribune du Monde, je le cite, le 21 octobre 2024, je cite, « Bientôt différencier une langue de son simulacre nécessitera des yeux et des oreilles exercés. Il est grand temps d'aider le lecteur à les distinguer grâce à un label d'ordre juridique imposé aux écrits qui ne sont pas produits par la chair et les os du réel. » On imagine par exemple que les textes sortent avec un filigrane où on voit automatiquement, j'irai carrément vers cela, où on voit automatiquement que c'est traduction automatique. Au minimum, comme cela, des choses qui sont déjà en train d'être diffusées et qui sont en traduction automatique seront au moins lues comme des traductions automatiques. C'est le minimum que l'on puisse demander, me semble-t-il, et qu'on arrête de confondre. La confusion généralisée me semble tout à fait négative. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va devoir effectivement malheureusement abréger et finir parce que on a déjà dépassé l'heure et par rapport aux interprètes aussi, ça serait déplacé.
Je vais quand même faire un tout petit commentaire. Voilà, merci, c'était passionnant. Alors, on pourra en discuter après. D'ailleurs, j'invite tous les intervenants et l'assistance après à aller au deuxième étage parce qu'il y a une exposition sur nos 100 ans qui a été montée et pensée par une jeune stagiaire de l'IFRJ avec les moyens du bord, mais c'est des documents tout à fait passionnants et des choses très précieuses qui nous ont été aussi confiées par des collectionneurs comme Christian Pollack. Donc voilà, si vous voulez, on peut après tous aller au deuxième étage et faire un petit tour de cette exposition et continuer la discussion. Mais c'est vrai que voilà, juste une remarque. D'abord, c'est vrai, je pense que cette question de la traduction dans le domaine universitaire, et c'est vraiment en lien avec le débat, le colloque, c'est-à-dire effectivement, pour les études arts réales, pour les études japonaises, avoir une meilleure reconnaissance de la traduction dans une carrière universitaire me paraît quelque chose d'extrêmement important. Pour l'instant, ça n'est pas à titre, de stratégie de carrière, ça n'est pas très intéressant de faire la traduction, et donc ça n'encourage pas les traductions, et c'est tout à fait dommage, parce qu'en fait c'est une de nos missions premières, d'autant plus que le contexte économique fait que les traducteurs professionnels sont très mal payés, et qu'ils ne vont pas se diriger vers des travaux exigeants en sciences humaines et sociales, ou des auteurs qui vont demander beaucoup de travail, et que finalement seuls les universitaires vont se retrouver dans une position de faire ce travail-là. Donc voilà, ça c'est une réflexion globale pour nous tous. Et j'avais aussi une petite remarque, parce que tu as beaucoup parlé, Cécile, de cette question du manga, est-ce que ça a une influence négative ou pas, et sans doute pas. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'inquiète, c'est que quand j'ai commencé les études japonaises, l'image de la littérature japonaise, c'est des écrivains sombres qui se suicident et qui vont dans les pensées profondes. Voilà. Alors c'était très énervant, parce que les gens vous disent les Japonais, ils sont tous suicidaires, etc. Mais aujourd'hui, le phénomène m'inquiète encore plus, c'est-à-dire que l'image maintenant de la littérature japonaise en France, c'est si vous avez une dépression, montez un restaurant bio et caressez des chats. Et c'est voilà, la feel-good literature qui est vraiment devenue un phénomène de réception de la littérature japonaise en France et sans doute dans d'autres pays. Voilà. Et ça, c'est quand même un enjeu très important et par certains côtés inquiétant, parce qu'on se dirige aussi vers une littérature un peu facile et qui va d'ailleurs peut-être en plus donner plus d'accès à l'intelligence artificielle, parce que ça sera plus facile à traduire. Voilà. Donc là, je vois un combo extrêmement inquiétant, mais possible. Je sais pas si tu... Oui, peut-être pour conclure, merci beaucoup pour ce panorama très vaste autour de la traduction littéraire d'une part, mais également dans le domaine des sciences humaines. Je voudrais en profiter pour saluer simplement nos collègues traducteurs qui travaillent également dans d'autres catégories de traduction des productions culturelles japonaises. Les jeunes traducteurs qui travaillent sur le roman pour la jeunesse, le light novel. Ceux qui travaillent dans le domaine de la traduction audiovisuelle, qui traduisent notamment, qui triment dans les mines de sel de la traduction des séries d'animation japonaises pour des rémunération de moins en moins importante au fil des années, avec en contrepartie des temps consacrés à la traduction de ces séries qui sont de plus en plus réduits, puisqu'elles sont désormais diffusées quasiment en simultané entre le Japon et la France. Nos collègues également qui travaillent dans le domaine de la traduction du jeu vidéo, là aussi dans des conditions qui sont de plus en plus difficiles. Je ne parlerai pas ici de l'intelligence artificielle, mais simplement des délais et des processus avec des fichiers qui arrivent parfois de manière totalement désordonnée, hétéroclite, et qu'on vous demande de traduire dans des délais très très brefs. Et pour finir, je voudrais simplement rebondir sur cette question de remonter en fait d'un cran, puisque pour qu'il y ait des traducteurs, il faut qu'il y ait des gens qui aient appris le français, qui aient appris le japonais. Revenir à cette question de la formation. Dans nos formations en études japonaises universitaires en France, la traduction, traditionnellement, a eu une place prépondérante. D'une part, parce qu'il y avait cette question de l'attractivité de la compétence traduction. C'était une des rares compétences professionnalisantes que nous pouvions nous targuer de transmettre. Qu'en sera-t-il dans le contexte d'un monde post-intelligence artificielle? C'est difficile à savoir. D'autre part, le fait que nous avons utilisé depuis très longtemps la traduction comme un outil pratique d'enseignement de la langue.
pas seulement pour donner cette compétence traduction, mais pour enseigner la langue elle-même. Et là aussi, ça a été rappelé par Cécile, par Nao également, il devient évidemment très difficile de demander aux étudiants de ne pas utiliser ces outils-là. Il nous incombe de les intégrer dans nos formations, mais nous-mêmes n'avons évidemment pas du tout été formés pour ça. Donc ça, ce sont à mon sens les défis qui nous attendent en lien avec la traduction dans le cadre de nos formations. Voilà. Merci encore pour vos interventions.